Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, c'est le jour de publication des enquêtes de conjoncture réalisées auprès des directeurs d'achat, les PMI Flash pour le mois de mai qui vont être publiés tout au long de la journée, qui ont déjà été publiés pour des pays comme la France, l'Allemagne et pour l'ensemble de la zone euro. Ce qui est spectaculaire, c'est de voir cet écart grandissant entre le rythme d'activité qu'on peut observer dans le secteur industriel, manufacturier et le rythme d'activité qu'on peut observer dans les services. On a 15 points d'écart en Allemagne, par exemple, entre le PMI manufacturier, qui est en baisse au mois de mai et qui tombe même sous les 43, et le PMI des services, lui, qui continue d'accélérer à près de 58. Au final, ça donne évidemment une activité très polarisée, avec une partie des économies en récession, en contraction marquée, le manufacturier, l'industrie, et puis une partie qui reste booming, celle des services. Et au final, le rythme global de l'activité privée en zone euro, certes, décélère légèrement d'un mois sur l'autre, mais reste quand même à des niveaux très décents, avec un PMI global composite en zone euro pour le mois de mai à plus de 53. Voilà pour le petit update macro du jour, avec d'autres PMI à suivre, notamment pour la partie américaine en début d'après-midi. Nous sommes en période d'anniversaire pour les banques centrales. C'était hier les 10 ans du Taper Tantrum, le 22 mai 2013. Ben Bernanke, réserve fédérale américaine, annonçait par surprise la perspective d'un ralentissement du programme d'achat de la réserve fédérale aux États-Unis, qui avait déclenché une crise de marché dont on s'en souvient encore 10 ans après. Et puis dans une semaine, le 1er juin, nous célébrerons les 25 ans de la Banque Centrale Européenne. Ce sera l'occasion dans un instant d'y revenir avec Bastien Drue, responsable de la recherche économique et de la stratégie de CPR Asset Management. Un peu de perspective historique sur ces 25 premières années de la Banque Centrale Européenne, et une dimension prospective également sur les enjeux et les défis des 25 prochaines années pour la Banque Centrale Européenne, à suivre dans quelques instants. Et puis pour la partie marché, nous nous focaliserons sur la dimension américaine avec un spécialiste des actions américaines. C'est Éric Lafrenière, gérant du fonds Richelieu America ESG chez Richelieu Gestion, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais commençons avec le presque quart de siècle de la Banque Centrale Européenne, un anniversaire alors qui sera célébré techniquement, strictement le 1er juin prochain, dans une dizaine de jours. Le 1er juin 1998, c'était effectivement la naissance officielle de la BCE, et on ne se privera pas de revenir sur ces 25 premières années de la Banque Centrale Européenne avec Bastien Drue, qui est avec nous par téléphone, le responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, 25 ans, un quart de siècle, ça permet de redonner peut-être un peu de perspective historique sur cette jeune banque centrale qu'est la Banque Centrale Européenne, qui a été créée effectivement le 1er juin 1998 pour la date officielle, Bastien. Une naissance d'ailleurs qui s'est faite de manière assez classique dans le monde des banques centrales à l'époque. Oui, ce qu'on dit souvent, c'est que la BCE a été construite sur le modèle de la Bundesbank, donc la banque centrale allemande, et pour rappel, les deux sont implantés à Francfort. Alors le mode de fonctionnement de la BCE, il a énormément changé depuis 25 ans. On est passé d'une banque centrale qui conduit sa politique monétaire uniquement avec ses taux directeurs, à une banque centrale qui manie aujourd'hui un large éventail d'outils d'instruments de politique monétaire non conventionnels, mais ça n'a clairement pas été facile, et il y a eu une mue qui a été quand même très très longue pour devenir ce que la BCE est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de l'énormité du bilan de la BCE, on parle beaucoup du QE de la BCE, mais le moins qu'on puisse dire, et là il faut revenir un peu dans le temps, c'est que l'idée que la BCE puisse acheter massivement des titres dans le cadre de sa politique monétaire n'a pas du tout été de soi, notamment en raison d'un certain conservatisme de la part des gouverneurs des pays du nord de l'Europe. Alors il y avait bien eu un programme SMP au début de la crise de la zone euro, mais le SMP il a eu des effets qui étaient relativement faibles, notamment à cause de la faible taille, du manque de transparence, puis aussi de la stérilisation des achats. Et il y a même eu une période de 3 ans, donc une période quand même très longue de 2012 à 2015, en plein pendant la crise
crise de la zone euro, où il n'y a eu aucun achat d'obligations souveraines de la part de l'Eurosystème, alors qu'il y avait déjà eu le QE1, QE2, QE3 de la Fed depuis 2008, et puis il y avait la politique de Abenomics de la Banque du Japon qui avait déjà été mise en place. Donc il y avait vraiment une différence flagrante entre la BCE et les autres banques centrales développées qui, elles, avaient adopté des mesures d'assouplissement monétaire très agressives sur la période. Et il a fallu attendre le 22 janvier 2015, après un très net affaiblissement des anticipations d'inflation, pour que le Conseil des gouverneurs annonce un programme massif d'achat de titres. Et le QE de la BCE, il a vraiment commencé en mars 2015. C'est vrai que cette vitesse de réaction, ou ce manque de vitesse de réaction, plus précisément, a été souvent une critique récurrente pour la Banque centrale européenne, mais la Banque du Japon aussi, peut-être, a subi ces critiques à un moment. Entre le whatever it takes de Mario Draghi, alors qui entre comme président de la BCE en novembre 2011, de mémoire, le whatever it takes, c'est juillet 2012, le début des achats du quantitative easing version 1 de la BCE, c'est mars 2015. Il faut bien voir le temps que ça a pris pour la BCE de Mario Draghi de faire évoluer le logiciel et le mode de fonctionnement de la banque. Oui, tout à fait. Et donc, c'est notamment ça qui avait causé que l'euro était resté quand même très fort sur les années 2012-2013, malgré la crise de la zone euro, parce que justement, la Banque centrale européenne, elle tardait vraiment à prendre des mesures d'assouplissement. Alors après, une fois que le QE a été lancé, la BCE y a été vraiment très très fort. Aujourd'hui, la BCE, elle possède aux alentours de 5 000 milliards d'euros de titres, donc c'est quand même vraiment beaucoup. Alors après, pour suivre les achats de titres de la BCE, il a fallu se familiariser avec un paquet d'acronymes. Donc il y avait le SNP qu'on a cité tout à l'heure, le CBPP 1, 2 et 3, le PSPP, CSPP, ABSPP, PEPP. Alors, on avait un SMP donc, que j'ai cité tout à l'heure, qui avait été lancé sous Jean-Claude Trichet, qui a été d'une ampleur limitée. Mais alors, le QE lancé sous Mario Draghi, même s'il a été tardif, il a vraiment été très très important en taille, avec des achats de titres qui ont largement dépassé les émissions nettes des États. Et c'est ça qui a vraiment lourdement pesé à la fois sur les taux longs et aussi sur les primes de risque de crédit. Puis il faut aussi mentionner le PEPP qui a été lancé, lui, non pas sous Mario Draghi, mais sous Christine Lagarde, qui a été lancé pendant la pandémie de Covid pour empêcher l'effondrement de l'économie européenne. Mais là aussi, il a été, lui, vraiment très, très important en taille. Alors tout ça, c'est relatif, aux achats de titres de la BCE, mais la politique de bilan a été beaucoup plus loin que les simples achats de titres. Il y a aussi eu les opérations de refinancement de long terme. Et là, si on revient dans le temps, initialement, la BCE, elle refinançait les banques sur des maturités qui étaient très courtes et aussi sur des quantités qui étaient très limitées. Et avec Draghi, on était déjà passé à des LTRO de 3 ans, puis après on a eu les TLTRO, des opérations ciblées pour stimuler le crédit bancaire, et ça aussi, ça a eu un poids très important, une taille très importante dans le bilan de la BCE. Ce qui est intéressant, Bastien, pour montrer l'ampleur de la transformation effectivement menée notamment par la BCE de Mario Draghi, c'est qu'il y a eu ces digues qui ont sauté sur la politique de bilan, avec effectivement l'effet d'accélération que vous avez signalé, et dans le même temps, les digues ont sauté également sur la politique de taux, parce que la BCE a été la première banque centrale à entrer et à rester en territoire de taux négatifs pendant longtemps. Oui, alors c'était peut-être pas la première à mettre en place des taux négatifs, mais en tout cas c'est celle qui est restée le plus longtemps avec des taux négatifs. Et là, il y a eu une vraie révolution. On avait un comportement de banque centrale vraiment classique au début, et après, à partir de juin 2014, on a eu le passage en territoire négatif. Alors, à l'époque, tout le monde pensait que ça allait durer relativement peu de temps, mais ça a duré quand même plus de 8 ans au total, soit un tiers de l'existence de la BCE, et c'est seulement en juillet 2022 que cette expérience de taux négatif, elle a pris fin. Et effectivement, c'est l'expérience de taux négatifs parmi les plus puissantes jamais réalisées par une banque centrale, parce que ces taux négatifs, ils se sont appliqués à des quantités de liquidités excédentaires qui étaient vraiment très importantes, et donc vraiment, ça a eu un impact sur l'économie européenne qui a été vraiment très très forte. Mais bon, le côté négatif, c'est que ça a plombé complètement les taux monétaires sur le long terme. Donc là, j'ai fait un petit calcul. Sur les 25 premières années de la BCE, le taux de dépôt en moyenne
moyenne de la BCE, il a été à peine au-dessus de 0,8%, donc des taux qui ont été quand même très bas en moyenne sur les 25 premières années de vie de la BCE. Qu'est-ce qu'on peut dire des missions qui sont conférées aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne, Bastien, sachant que sur le plan juridique, légal, le traité reste le traité, le mandat reste le mandat, mais on comprend bien effectivement que la BCE a ouvert son champ de mission à d'autres sujets que la stricte stabilité des prix. Alors, l'un des exemples vraiment forts, c'est celui de la supervision bancaire. Donc là, il a fallu avoir la crise financière de 2008, puis la crise de la zone euro pour que les missions de la BCE évoluent. Donc la BCE a commencé à participer au comité de Bâle dès 2010, puis après, à partir de 2014, la BCE, elle a eu dans ses prérogatives des missions de supervision bancaire pour les banques les plus importantes de la zone euro, et c'est quelque chose qui a perduré et qui va perdurer dans le temps. Donc, et ça, c'était pas du tout prévu au départ que la BCE joue ce rôle de superviseur bancaire. Donc ça fait partie de l'une des prérogatives supplémentaires qu'a acquise la BCE en cours de route. La question climatique également est de plus en plus discutée, débattue au sein des banques centrales. Et dans ce monde des banques centrales, on a le sentiment que la BCE de Christine Lagarde, cette fois, se voit comme pionnière en matière de politique monétaire adaptée, appropriée aux efforts nécessaires à la transition climatique. Oui, la lutte contre le changement climatique, c'est un sujet qui est vraiment très très récent pour les banques centrales. Et en fait, quand on fait un petit retour en arrière et qu'on regarde toutes les communications de la BCE, changement climatique, c'est un sujet qui n'avait été quasiment jamais abordé par les membres de la BCE jusqu'en 2018. Quand même assez récent, hein, c'était il y a seulement 5 ans. Et tout a vraiment changé en 2018 parce que, si on se souvient bien, à l'époque, il y avait une sécheresse exceptionnelle qui avait asséché les fleuves en Allemagne, en fait sous les fenêtres de la BCE, et là c'est devenu complètement impossible à ignorer. Donc le premier à en parler à la BCE, ça a été Benoît Cœuré, qui était membre du directoire à l'époque, et qui a expliqué que les chocs climatiques, ils étaient comparables à des chocs d'offres, qui impliquait une croissance plus faible et une inflation plus élevée, ce qui pose donc un dilemme pour les banquiers centraux entre la stabilité de l'inflation et la stabilité de la croissance. Mais là où ça a vraiment changé, c'est sous la présidence de Christine Lagarde, parce que là, la BCE s'est beaucoup plus impliquée dans la lutte contre le changement climatique. Il faut quand même se souvenir que Christine Lagarde a qualifié la crise climatique de menace existentielle. Et c'est vraiment depuis la revue stratégique de 2021 que la BCE prend en compte explicitement les risques climatiques dans sa politique monétaire. Elle a par exemple soumis les banques européennes à des stress tests climatiques. Et elle a aussi commencé à intégrer des critères climatiques dans la gestion de son portefeuille d'obligations d'entreprise. Donc elle a un portefeuille d'obligations d'entreprise qui est important, qui a été constitué dans le cadre du programme qui s'appelait le CSPP. Et là, on se demande un petit peu ce qu'elle va faire maintenant, la BCE, par rapport à ce portefeuille-là, parce qu'elle avait commencé à tilter son portefeuille vers les entreprises à bon score climatique via les réinvestissements de titres qui arrivaient à maturité. Mais là, comme la BCE va passer à partir de juillet en full quantitative tightening, c'est-à-dire que tous les titres qui arrivent à maturité, elle ne va pas les réinvestir. Alors, on se demande comment elle va finir par verdir, entre guillemets, son portefeuille d'obligations d'entreprise. Peut-être que l'une des solutions, c'est qu'elle va devoir vendre des titres à mauvais score climatique pour acheter des titres à bon score climatique. Donc ça, on n'a pas encore vraiment de détails là-dessus. Et c'est comme ça que ça pourrait éventuellement se faire sur les mois qui arrivent. Gérer la question de la greenflation, Bastien, avec en plus les effets démographiques, du paquebot démographique qui sont en train de se faire ressentir à plein et qui mettent effectivement une grande partie de l'offre sous pression et peut-être de manière continue pour plusieurs années encore devant nous. Bastien, qu'est-ce que ça veut dire dans l'idée de l'objectif d'inflation que s'est fixé la BCE il y a 25 ans? Est-ce qu'il faut imaginer que dans les 25 prochaines années, cet objectif d'inflation sera nécessairement modifié? On va en parler, ça c'est sûr. Donc il y a déjà le sujet que vous avez mentionné, la transition énergétique, qui va créer un surplus d'inflation. Et ça, il y a la membre du directoire Isabelle Schnabel qui en parle régulièrement. Elle parle régulièrement de la greenflation.
Il y a aussi une inflation qui pourrait être structurellement plus élevée à cause des évolutions démographiques. On a déjà parlé dans cette émission, la population en âge de travailler en zone euro, elle baisse actuellement de plus d'1 million de personnes par an et ça va accélérer sur les années qui arrivent. Donc ça va causer des tensions sur le marché du travail. Et donc ça, c'est de l'inflation en plus. Donc la question de la cible d'inflation, elle va se poser et c'est vraiment au Conseil des gouverneurs de voir comment il interprète le mandat de stabilité des prix, parce que dans les traités européens, on assigne à la BCE un mandat de stabilité des prix, mais ensuite c'est au Conseil des gouverneurs de voir comment lui il l'interprète. Alors récemment, Christine Lagarde, elle s'est montrée, c'était un petit peu étonnant d'ailleurs, ouverte à une hausse, à une augmentation de la cible d'inflation, peut-être à 3%, mais elle a surtout dit que c'est une question qui pourrait être posée une fois que l'inflation elle serait revenue à 2%, pour ne pas tricher, entre guillemets. Et donc, c'est un vrai sujet qui va arriver, mais peut-être quand même pas tout de suite, parce qu'elle indique que ça arrivera quand l'inflation sera à 2%. Actuellement, quand même, l'inflation est à 7% au niveau de la zone euro, donc c'est pas un sujet pour les mois qui arrivent non plus. Merci beaucoup Bastien, merci pour cet éclairage, cette mise en perspective sur ce quart de siècle de la Banque Centrale Européenne qui sera officiellement célébré le 1er juin prochain, dans une dizaine de jours. Bastien Dreux, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management, avec nous par téléphone. Revenons sur le terrain immédiat des marchés à présent et des marchés américains, notamment avec Éric Lafrenière, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, on parlait des 25 ans de la BCE. Un mot quand même de la Réserve fédérale américaine, ambiance 2023, avec l'idée de cette pause signalée précédemment par Jérôme Powell lors du dernier meeting, qui est soumise là aussi à interprétation. On parlait de la manière d'interpréter effectivement les concepts de politique monétaire. Beaucoup de banquiers centraux américains se sont exprimés hier, des présidents de banques régionales notamment. On comprend que tout le monde n'a pas forcément la même idée de ce qu'une pause implique en matière de politique monétaire aux États-Unis. Tout à fait, même si aujourd'hui le scénario central, en tout cas, reste d'une dernière hausse qui a été faite sur la réunion du mois de mai et d'une stabilité sur la réunion de juin, même si Bullard, qui est le président de la Fed de Saint-Louis, s'est exprimé hier en laissant sous-entendre qu'il faudrait 2 hausses supplémentaires. Il faut rappeler qu'il est non-votant. Il n'a pas exactement spécifié le moment de ces hausses, ce qui a permis sur la prochaine réunion de renforcer le scénario d'une stabilité de la hausse des taux. C'est vrai que certains membres aujourd'hui évoquent effectivement des hausses plus tard dans l'année. C'est pas nécessairement notre scénario. On est plutôt nous positionnés sur une dernière hausse sur la réunion de mai. On a vu les effets cumulés du durcissement de la politique monétaire sans précédent sur la dernière année. Le durcissement aussi apporté par la crise qu'on a connue sur le secteur des financières en mars, et de faire une pause aujourd'hui pour être un petit peu rassuré ou confirmer que l'inflation, même si elle ralentit sur un rythme sans doute à ce stade moins important qu'attendu, que la tendance ou que la direction est la bonne. Que certains banquiers centraux qui pèsent, Bullard ne vote pas, mais il a quand même un poids dans le débat public important, Neil Kashkari aussi moins agressif que Bullard, mais qui estime que la pause n'est pas forcément le prélude à une prochaine baisse de taux. Oui. Vous restez solidement convaincu que dans quelques mois, on aura quand même des indicateurs macroéconomiques qui permettront justement de valider l'idée d'une pause pleinement du côté de la Réserve fédérale américaine. Oui, en tout cas, c'est notre scénario aujourd'hui. Si on regarde que ce soit l'IPC ou le PCE et qu'on le prend sur 6 ou 9 mois, donc à partir du moment où le durcissement de la politique monétaire aux États-Unis a commencé à avoir ses premiers effets et qu'on annualise ces données, on voit effectivement que la tendance de réduction de l'inflation semble se mettre en place. Où j'ai peut-être une petite inquiétude, par contre, c'est sur les anticipations du marché de baisse des taux. Le marché anticipe environ 2 baisses de 25 points de base sur l'année en cours. Ça me semble sans doute prématuré. Aujourd'hui, on a une économie qui quand même tient bon an mal an avec des taux dans la fourchette 5,25. Et je pense que la Fed, tant qu'on ne voit pas vraiment une dégradation relativement forte de l'économie, sera tentée de garder les taux sur ces niveaux-là pour vraiment s'assurer de maintenir l'inflation sous contrôle. Et ça peut être un risque, et notamment sur les valeurs un peu plus croissance. On l'avait vu tout à l'heure, on en parlait. On a eu un retournement après un début d'année relativement porté sur les cycliques, peut-être un petit peu plus sur les small caps.
tout début d'année, la crise sur les financières a entraîné... A rebattu les cartes. Oui, a entraîné un retournement assez fort via les boîtes de tech et notamment les grosses tech. En anticipant, on le voyait au moment de la crise financière, une baisse des taux, ou en tout cas une politique monétaire plus accommodante de la Fed pour le reste de l'année. Ça s'est un petit peu écarté maintenant, mais c'est vrai que ces anticipations de baisse des taux sur 2023 me semblent un petit peu prématurées. Dans les petits sujets du moment également. Alors intéressant, parce que prochain meeting de la Réserve fédérale américaine, 13-14 juin, donc on attend un statu quo. On verra pour le meeting de juillet qui se tiendra le 26 juillet, 13-14 juin. Est-ce que le sujet de la dette, du plafond de la dette aux États-Unis sera réglé? De quelle manière? Est-ce que c'est un sujet qui va rester circonscrit entre le 1er et le 8 juin ou le 1er et le 15 juin et puis on passera très vite à autre chose? Ou est-ce qu'il y a quand même des effets directs ou indirects, délétères, qui peuvent, je ne sais pas, inquiéter un investisseur avec des horizons de temps d'investisseurs? Aujourd'hui, c'est vrai que donc on se rapproche, la date butoir, elle est entre le 1er et le 7 juin ou le 7-8 juin, ce qu'on peut voir. Les pourparlers, en tout cas, après un week-end difficile en termes de pourparlers, les discussions ont repris avec le retour de M. Biden hier. Que ce soit les commentaires de M. McCarthy ou M. Biden suite à la rencontre d'hier sont plutôt positifs, même si les écarts restent. Le scénario, et ce que semble pricer le marché aujourd'hui, c'est une solution donc, sur ce plafond de la dette. Faut espérer que la bienveillance prévoir et qu'on arrive dans cette situation. Il ne faut pas oublier que les élections présidentielles américaines sont en novembre 2024, le 5 de mémoire. Monsieur Biden va devoir faire campagne sur une politique un peu plus sociale, donc ne peut pas céder à tout. On voit que les républicains, eux, de leur côté, ne sont pas d'accord à exploser les dépenses, veulent plutôt une réduction du budget pour pouvoir justement garder un petit peu sous contrôle le déficit américain. Donc chaque parti va un peu tirer de son côté. On verra comment on va s'en sortir. Notre scénario à nous, c'est qu'a priori un accord, et ça semble être le scénario du marché aujourd'hui. Je pense qu'un scénario favorable est déjà dans les cours et que le prochain driver d'une éventuelle hausse complémentaire du marché viendra plutôt de la Fed, d'une pause, voire des commentaires qui accompagneront ce discours. D'accord. D'une pause validée pleinement et qui serait une pause, une vraie pause. Oui, c'est ça. Une vraie pause actée déjà, et surtout les commentaires qui accompagneront en tout cas cette réunion de la Fed. Sur le plan de la dynamique de marché, vous l'avez déjà esquissé, Eric, mais comment on gère la situation sur le plan d'un fonds action américaine quand on a 5 valeurs sur 500, si on prend le S&P 500, qui font entre 80 et 100% de la performance de l'indice, qui sont évidemment les méga caps les plus connus du monde, pas forcément les plus chers, mais en tout cas celles qui pèsent le plus lourd en termes de capitalisation boursière. Oui, on parle donc encore ici d'Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, entre autres, qui ont environ 80% de la perf du S&P, qui représentent environ 25% de l'indice, 3,2 fois l'indice Russell. Donc Apple à elle seule représente la market cap du Russell 2000. Donc on a une concentration qui n'a pas été connue depuis la bulle sur les dot-com de 99-2000. Donc on a effectivement cette concentration de marché, mais c'est pas nécessairement si négatif que ça. On peut avoir une espèce de pause sur ces valeurs-là et les autres secteurs qui arrivent sur des niveaux de valorisation attractifs et qui pourront, parce que quand on regarde ces valeurs-là, ces 5 valeurs se traitent environ à 31 fois 2023 et le reste du marché est autour de 17,4 environ. Incroyable. Donc il y a encore... il y a deux mondes. Oui, il y a deux mondes. Et donc il y a encore, je pense, des affaires à faire. Nous, c'est plutôt cet univers des 495 autres valeurs, au sein du S&P 500 ou dans le Russell 2000. C'est dans cet univers-là que vous avez envie de travailler, d'être actif aujourd'hui Donc nous, on n'est pas nécessairement absent de toutes ces valeurs de la méga cap. On est présent sur Microsoft, on est présent sur Amazon, on est présent sur Nvidia. Nvidia, il faut le rappeler, qui avait baissé de 50% l'année dernière, qui est en hausse de 113% cette année. Elle va publier le 24. C'est vrai qu'on a allégé un petit peu notre position en anticipation des résultats, même si on s'attend à une croissance de la partie serveur, notamment liée à l'IA,
sur la deuxième moitié de l'année qui va continuer de s'accélérer, et une stabilité dans la partie gaming qui avait un peu souffert en sortie de Covid. Vu le bon parcours depuis le début de l'année, on a allégé la position, mais on continue de la maintenir en portefeuille. Mais effectivement, on regarde sur des thématiques qu'on avait certaines depuis longtemps, notamment autour des modes de transport de demain, que ça soit principalement dans l'électrique, mais on est aussi pas mal sur la partie reshoring, nearshoring, friendshoring, qu'on continue de progressivement augmenter pour jouer, en tout cas la diversification, le repatriement d'une partie de la chaîne de production sur le territoire américain. Ça, c'est des thématiques fortes qui peuvent d'ailleurs enjamber un épisode récessif qui pourra se matérialiser à un moment aux États-Unis, peut-être un peu plus tard toujours que ce qu'on imagine, mais cet épisode récessif ou ce point bas du ralentissement cyclique, il arrivera à un moment. On a des niveaux de prix, des niveaux de valorisation, des thématiques structurelles qui permettent d'enjamber un peu ce moment qui est encore devant nous, Eric. Oui, après, il faut regarder cette récession, donc déjà on l'attendait sur la première partie de l'année, on la repousse, ouais, c'est ça. Donc on voit, on n'arrête pas de la repousser, c'est sans doute la récession qui est la plus anticipée de l'histoire. Une bonne partie, je pense, est déjà dans les cours de certaines valeurs. Le marché, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, on est sur le S&P et le Nasdaq sur les points hauts de l'année, on n'est pas très loin sur le Dow, on avait touché, je crois que c'était février avant les prochains points hauts sur le S&P, mars pour le Nasdaq, dans un marché qu'il faut le rappeler, crise financière, crainte de récession des BPA, crainte de récession tout simplement, durcissement de politique monétaire, et on a un marché qui continue de monter. Je regardais les prévisions des stratégistes pour l'année actuelle. On est sur un S&P attendu en moyenne par les stratégistes à 4017. On est sur un médian en 4000. On est aujourd'hui à 4192. Le marché, pour le moment, résiste et continue de monter. Donc le pain trade, comme on l'évoquait, est à la hausse. Et le positionnement, quand on regarde des indicateurs de positionnement ou des indicateurs un peu techniques de marché, le positionnement valide encore l'idée que le risque à la hausse est le risque qui peut faire mal encore aux investisseurs. Écoutez, moi je regarde le positionnement du cash dans les grandes gestions américaines, dans les grands fonds de pension. On est sur des niveaux de cash qui demeurent élevés. On regarde les positions CFTC de short sur le marché. On est sur des niveaux de short des investisseurs qu'on avait connus, en tout cas pendant les dernières périodes de crise. Donc c'est vrai que le potentiel de baisse additionnelle... Sauf événement sur la dette, bien entendu, qui est imprévisible. Soit il se passe un truc grave tout de suite. Oui. Soit ces gens-là vont souffrir. Devraient souffrir. En tout cas, c'est le scénario. Et même, on regarde, on n'a pas parlé de la période des résultats, mais on a eu un Q1, certes, qui est sorti en contraction, mais par rapport aux estimations au début de la période... Bien moins que ce qu'on attendait. Bien moins, et supérieur à ce qu'on... Le taux de beat qu'on a eu sur le Q1 était supérieur à ce qu'on a eu sur le Q4 de l'année dernière. Du coup, on a un petit peu... ce qui est marrant, c'est que ce qu'on a fait un peu mieux sur le Q1, on a impacté sur le Q2. Du coup, on a dégradé un petit peu les attentes du Q2. Je crois qu'on est autour de -5 attendus sur le Q2. Après, une petite stabilité, légère hausse. Je crois qu'on attend 1,7 sur le Q3 et 8,8 sur le Q4. Ça repart. Et surtout, sur 2024 et 2025, on est sur des croissances à presque double digit. On revient à 10. Et donc le marché va commencer à anticiper ça à un moment ou un autre, et il faudra être sur les bonnes tendances, les bonnes thématiques, les bons styles de gestion. Bon, séquence intéressante, on arrive à la fin du mois de mai, la question du plafond de la dette qui paralyse un petit peu toutes les prises d'initiative en ce moment. On verra comment on en sort, comment les États-Unis en sortent par le haut, on l'espère. Et puis la séquence Banque centrale qui revient juste après, 13 et 14 juin pour la Réserve fédérale américaine, avec les nouvelles projections du staff également qui éclaireront peut-être un peu mieux l'idée de la pause. Oui, et puis peut-être une dernière remarque, parce qu'on évoque souvent le sell in May and go away, et je regardais la saisonnabilité des indices sur les 10-15 dernières années, et un des meilleurs mois, je crois que c'est le 3 ou 4e meilleur mois de l'année, c'est le mois de juillet en fait, historiquement en moyenne. Merci beaucoup Eric, merci pour votre éclairage, cette mise en perspective de la situation des marchés américains. Eric Lafrenière, gérant Action US chez Richelieu Gestion, gérant du fonds Richelieu America ESG. Voilà pour cette demi-heure d'émission de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.